Bonsoir à toutes et à tous, nous sommes dimanche 6 novembre 2022. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette session d'information sur la télévision Labari. Les Nigériens qui vivent à l'extérieur pourront bientôt renouveler leurs 5 représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Vous le savez, cette élection n'a pas pu se dérouler pour les Nigériens de la diaspora aux élections de 2021 du fait notamment de la pandémie de la maladie à coronavirus. Et bien, depuis quelques semaines, la Commission électorale nationale indépendante, la CENI, a lancé les opérations d'enrôlement de ces Nigériens qui vivent à l'extérieur du pays pour qu'ils puissent élire bientôt leurs 5 représentants au niveau de l'Assemblée nationale. Comment se déroulent ces opérations d'enrôlement, notamment au niveau du Sénégal? C'est à cette question qu'un des Nigériens vivant dans ce pays, le professeur Boubé Namewa, enseignant, chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar, a bien voulu répondre dans un entretien qu'il a accordé à la télévision Labari. Je vous propose de le suivre en extrait avant de le retrouver en intégralité à la fin de ce journal. Je crois que ça se passe dans de bonnes conditions d'après les échos qui m'arrivent. Il est vrai aussi que, surtout au Sénégal, nous avons des zones bien précises, mais nous avons aussi des gens qui sont dans des villages très éloignés. Il faut organiser leur transport. Mais là, ça incombe plutôt aux partis politiques, puisque le rôle d'un parti politique, c'est de mobiliser ses militants. Si j'ai un militant quelque part qui se trouve dans un village, mais je ne perds pour rien au monde, je ne perdrai sa voix. Donc je mettrai les moyens pour que cette personne vienne, si elle-même, elle ne peut pas, par exemple, payer son transport pour venir se faire enrôler, premièrement. En revanche, j'ai cru comprendre qu'aux États-Unis, il y a des problèmes. Je crois que les centres d'enrôlement sont insuffisants. Vous voyez l'étendue des États-Unis. Quelqu'un qui est en Floride, par exemple, si on lui dit de prendre un avion, venir à Washington pour se faire enrôler, c'est pratiquement impossible. Surtout que ces partis politiques, la plupart des partis politiques, en dehors de celui qui est au pouvoir ou ceux qui sont au pouvoir, en dehors donc de cela, c'est rare d'avoir un parti politique qui a des candidats et qui peut payer un billet d'avion, je ne sais pas, Miami ou Washington, pour que la personne se fasse enrôler. Je crois que dans les pays où c'est très vaste, c'est difficile. Au Nigeria aussi, il y a quelques petits problèmes. D'après les échos que j'ai dit encore une fois de plus, d'après les échos que j'ai, je ne dis pas que c'est ça la réalité sur le terrain. Il y a quelques difficultés où on pense qu'il y a des gens qui seront nécessairement laissés en rade. Je crois qu'au Ghana aussi il y a quelques petites difficultés, mais qui sont des difficultés peut-être mineures, liées non seulement à la responsabilité des partis politiques, mais aussi à une responsabilité individuelle. Moi, j'aurais été au Sénégal, je n'attendrai pas qu'un parti politique me donne le billet pour aller me faire enrôler, je le ferai parce que c'est un devoir que j'ai et c'est mon droit, je le ferai et sans attendre quoi que ce soit de quelqu'un. Mon vote, je sais si je vais voter ou pas, mais puisque je ne me suis pas fait enrôler, là je ne peux pas pratiquement vous dire grand-chose puisque l'équipe est arrivée à mon absence. Voilà le professeur Boubé Namewa que vous allez retrouver donc en partie magazine de ce journal sur cette question et sur bien d'autres qu'il a voulu évoquer avec la télévision Labari dans un entretien qu'il a accordé. Le sultanat du Katsina Maradi a depuis hier son nouveau chef. Il s'agit de Ahmed Ali Zaki. Il succède ainsi à son défunt père Ali Zaki. C'est donc hier que le collège électoral composé de 4 notables de la cour du sultan ont donc désigné le sultan, M. Ahmed Ali Zaki, donc face à une 60aine d'autres candidats, et les autorités donc administratives ont confirmé donc ce nom comme étant le nouveau chef du sultanat de Maradi. Je vous propose de revenir sur cette cérémonie avec notre correspondant régional Yacouba Oumarou. Le 5 novembre 2022, une date historique pour le Katsina Maradi. 15 mois après le rappel à Dieu du sultan du Katsina Maradi, Marimawa Alizaki, le 24e sultan du Katsina Maradi est connu. Ainsi donc le collège électoral du Katsina composé de Yandaka, Kaura, Durbi et Galadima a rendu son verdict ce 5 novembre 2022. Sur les 58 candidats à la course au trône du Katsina Maradi, c'est Ahmed Ali Zaki qui a été élu comme nouveau sultan du Katsina Maradi. Procès verbal de l'élection du sultan de Katsina Maradi. L'an 2022 est le 5 novembre. Le collège électoral au sultanat de Katsina Maradi s'est réuni au gouvernorat de Maradi, conformément à l'arrêté
111 GRMI du 18 octobre 2022 en vue de l'élection du sultan de Katsina Maradi. Ce collège électoral est composé de Haruna Yandaka Galadima, Moussa Sani Aura, Abdul Moumouni Yahouza Yandaka, Ousmane Youssoufou Dorbi. Après examen minutieux des candidats autorisés, voire liste sur arrêté numéro 1075 DGAPJ DAC en date du 30 septembre 2022 et en tenant compte des coutumes du sultanat de Katsina Maradi, M. Ahmed Ali Cette élection du nouveau sultan du Katsina Maradi s'est déroulée au gouvernorat de Maradi en présence de plusieurs personnalités venues pour la circonstance. Sa Majesté Ahmed Ali Zaki, le 24e sultan du Katsina Maradi, est né le 16 août 1969 à Maradi. Il est titulaire d'une maîtrise en sciences économiques, option gestion du développement de l'université de Ouagadougou au Burkina Faso. Il a occupé plusieurs postes de responsabilité, directeur adjoint de la centrale d'approvisionnement au ministère de l'Agriculture, directeur général de la centrale d'approvisionnement au ministère de l'Agriculture, directeur général de la société Négoce Horizon, directeur général de la société Géotracking, directeur général de Dambasco Ressarl, puis aujourd'hui 24e sultan du Katsina Maradi. Il a suivi plusieurs formations à l'extérieur du pays. Il est marié et père de 4 enfants. Longue vie au nouveau sultan du Katsina Maradi. Cérémonie de clôture aujourd'hui de l'atelier organisé par le réseau des organisations et associations du secteur de la santé du Niger, le ROASEN, un atelier sur le suivi et l'évaluation des activités menées par la composante société civile dans le cadre d'un projet de sensibilisation durant la période 2020-2022. C'était sous la présidence du coordinateur national du réseau. Le résumé de cette cérémonie de clôture avec nos reporters Aboubakar Souley et Boubacar Ibrahim. Après 3 jours de travaux consacrés pour le suivi et l'évaluation des activités de la composante société civile dans la mise en œuvre du RDS3 vaccination 2020-2022, les acteurs du réseau des ONG et associations du secteur santé du Niger ROASEN sont parvenus aux conclusions aboutissantes. Les échanges ont permis de mettre en exergue la nécessité de l'intégration effective des activités de la société civile dans le cadre budgétaire affecté aux régions et districts sanitaires. La participation des OSC au processus de microplanification, la mise en œuvre, le suivi et l'évaluation. L'amélioration de la communication entre les acteurs et les partenaires relativement au rôle et aux responsabilités. Plusieurs présentations ont été faites, notamment le ROASEN et l'OAFRES, la stratégie de la recherche des perdus de vue et des zéro doses, une meilleure connaissance des OSC et des acteurs non étatiques. Le plan de développement stratégique 2020-2024 du ROASEN, la participation communautaire, la stratégie 5.0 de Gavi, la stratégie nationale de couverture sanitaire universelle 2020-2021-2030, le rapport annuel 2021 et PAA 2022 du ROASEN, un film comprendre la vaccination. Les 3 jours de travaux ont également été sanctionnés par des recommandations. Au ministère de la Santé publique, de la Population et des Affaires sociales, le respect des engagements pris lors de la conférence internationale Connexion 2022 tenue du 5 au 7 juillet 2022 à Niamey. La création des conditions nécessaires pour la prise en compte des activités des OSC dans les PAA des districts et des DRSP. Aux directions régionales de la santé publique, de la population et des affaires sociales. Une meilleure implication et intégration du ROASEN dans les activités en région, contribuer à appuyer les coordinations régionales du ROASEN afin d'intégrer les activités dans les PAA. Poursuivre les plaidoyers en direction des PTF pour le financement des activités des antennes du ROASEN.
au ministère et au directeur régional de l'aménagement du territoire et du développement communautaire. Tenir informer les Rwassans dans les innovations en lien avec le développement communautaire. Prononçant son discours de clôture, le coordinateur national du réseau, qui n'a pas manqué de saluer la participation active des acteurs, a demandé beaucoup plus d'engagement dans les activités pour que les objectifs fixés puissent être atteints. Rappelons enfin qu'il s'était agi à travers cette initiative qui a duré 2 ans et qui a joui du financement de Gavi de parvenir à renforcer les compréhensions vis-à-vis de la vaccination. Voilà, comme annoncé, je vous propose donc de suivre en partie magazine un entretien qu'a accordé à la télévision Labari le professeur Boubé Namewa. Il est enseignant-chercheur à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar. L'entretien a porté sur plusieurs questions, notamment celle de l'enrôlement des Nigériens à l'extérieur en perspective de l'élection, disons des élections partielles pour désigner les représentants des Nigériens vivant à l'extérieur au niveau de l'Assemblée nationale. Très bonne réception et bonne suite de nos programmes. L'image du Nigérien à l'extérieur n'a pas changé. Vous ne prendrez pas un Nigérien à l'extérieur, même s'il y a peut-être quelques-uns. Je ne peux pas globaliser. Vous ne prendrez pas un Nigérien vivant à l'extérieur dans des affaires louches, telles que le trafic de drogue, le trafic de devises, etc. Non. Le Nigérien, jusqu'ici, on le considère, il a une grande considération à l'extérieur. Et si vous circulez dans ces pays, dans les commissariats, et que vous avez un problème, qu'un Nigérien a un problème, et que vous allez au commissariat, la première réaction des policiers, c'est de dire « Ah, c'est la première fois que nous voyons un Nigérien ici ». Ça veut dire que le citoyen de ce pays doit être en tort, parce qu'eux, ils vivent en symbiose et en toute tranquillité dans les pays où ils sont. C'est vrai, il y a quelques-uns, par exemple au Nigeria, où vous avez certains citoyens du Niger qui s'adonnent à un certain nombre de choses, mais là, ils se font plutôt passer pour des Nigérians. Et ensuite, vous avez cette histoire très malheureuse de la mendicité aujourd'hui. On ne peut pas occulter cette question-là. Cette question de la mendicité a un peu écorné l'image du Nigérien, parce qu'on nous considère comme étant des exportateurs de la mendicité, ce qui est vrai. Au fond, ce n'est pas faux. Que ce soit dans les pays du Maghreb, que ce soit au Tchad, au Soudan, au Cameroun, sans compter toute l'Afrique de l'Ouest, nous sommes devenus des exportateurs de mendiants. Donc, en dehors de ça, il n'y a pas, si vous voulez, une image autre que celle-là qui, depuis l'époque de Yori jusqu'à Kounché, le Nigérien était considéré dans tous ces pays-là parce qu'on sait que c'est quelqu'un qui n'entre pas dans des affaires extrêmement louches. Maintenant, il y a un problème. Si à l'extérieur, les Nigériens sont considérés, ceux qui sont de la diaspora, c'est au Niger que nous avons des problèmes. J'ai dit nous parce que moi je fais partie de la diaspora, que nous avons des problèmes. Ici au Niger, on pense que quand vous êtes à l'extérieur, que vous ne connaissez absolument rien de ce qui se passe dans le pays. Premièrement. Deuxièmement, que vous avez fui le pays. Je ne connais pas un seul pays au monde qui s'est développé à partir de lui-même sans une grande diaspora. Regardez par exemple l'État d'Israël. L'État d'Israël vit pratiquement sur sa diaspora. Regardez l'Inde. L'Inde aujourd'hui vit pratiquement sur sa diaspora qui se trouve en Angleterre, aux États-Unis, dans des grandes institutions internationales, dans des universités, dans des instituts de recherche, etc. Vous prenez le Pakistan, c'est la même chose. Mais prenez la Chine. La Chine aujourd'hui est en train d'envahir le monde avec ses citoyens chinois. La colonisation elle-même, ce n'est pas une sorte de diaspora à l'extérieur qui faisait rentrer des richesses dans leur pays. Mais au Niger, dès que vous êtes à l'extérieur, on trouve que vous êtes apatride. Ils utilisent même le mot apatride. Nous n'avons pas de patrie. Alors que lorsque quelque chose se passe dans notre pays et que nous entendons ça de l'autre côté, les premiers à avoir mal, c'est nous. Parce que nous avons l'information et nous savons que c'est notre pays qui est indexé. C'est nous qui avons mal. Ensuite, ceux qui disent que nous ne servons à rien, et c'est très dommage, je l'ai même entendu dans la bouche du chef de l'État, qui disait oui, c'est deux individus, un à Abidjan, un, qui sont de la diaspora et qui n'ont aucune responsabilité. Aïe, aïe, aïe. Nous, de la diaspora, nous n'avons aucune responsabilité. Ils n'ont qu'à aller voir au niveau des sociétés de transfert d'argent ce que nous faisons entrer comme devis dans ces pays. Et deuxièmement, qu'on le veuille ou pas, ceux qui sont dans des grandes institutions, mais représentent quand même l'image du Niger. Et donc, c'est une fierté, normalement. Mais malheureusement, ici au Niger, non, dès que vous êtes à l'extérieur, non, il est déconnecté. Or, nous sommes les premiers informés, je l'avais dit.
Souvent, ils apprennent des choses à partir de nous autres qui sommes à l'extérieur, compte tenu du fait que nous sommes accrochés aux médias pour savoir ce qui se passe dans notre pays. Et lorsqu'on attaque le Niger à l'extérieur, les premiers défenseurs de ces pays-là, c'est bel et bien nous. Parce que c'est nous qui réagissons face à ceux qui nous attaquent. Ça, c'est, quelque chose qui va dans le sens de dire que la diaspora sert à quelque chose. Qui plus est, ceux que moi j'appelle Néguidagé, c'est-à-dire ceux-là qui sont restés, c'est-à-dire vous là. Vous qui êtes restés ici, très souvent quand nous débarquons, qu'est-ce que vous faites? Wallahi, on connaît Aïko Arkusoma Nazarga. Yo, Gidana, Tukunya Nambata Hoba. Alors, mais c'est l'argent de la diaspora là. Gratter la tempe, etc. pour dire donne-moi. Mais laissez, si vous ne nous aimez pas et que vous considérez que nous ne valons rien, mais laissez-nous quand nous arrivons ici. Qui sait combien de personnes, par exemple, sont derrière une seule personne de la diaspora? Il y a des gens qui ont en charge leur village. Ils prennent leur village en cas de difficulté et même en dehors des difficultés. Il y en a qui ont toute une contrée sur leur dos. Nous contribuons quand même à l'économie de ces pays-là, qu'on le veuille ou pas. Par conséquent, nous servons à quelque chose, nous avons des responsabilités. Et même sur le plan politique, je vois un peu ce que ça veut dire. Il y a des gens qui disent, ouais, les gens de la diaspora, ils vont... Mais derrière une seule personne de la diaspora, il y a combien d'électeurs qui sont au Niger? Voilà pourquoi d'ailleurs, les gens craignent les gens de la diaspora. Je connais un pays où c'est la diaspora qui fait la différence. Parce que la diaspora, elle vote non seulement, mais elle fait voter à l'intérieur du pays. Et ça, vous prenez presque partout. Vous prenez nos parents qui sont en Côte d'Ivoire, ceux qui sont au Ghana, au Bénin, en France, aux États-Unis. Mais ils font voter des gens chez eux ici. C'est-à-dire leur appartenance politique est claire et les gens qui sont avec eux, parce que c'est des leaders d'opinion, quoi, qu'on le veuille ou pas, c'est des leaders d'opinion. Par conséquent, ils mobilisent des personnes. Aucun Nigérien ne souhaite l'embrasement du Niger. Aucun. Ça n'existe pas. Accuser, c'est encore revenir à cette bipolarisation que ce régime a introduit parmi les Nigériens. Vous êtes avec moi ou vous êtes contre moi. Ce que ceux de la diaspora disent, c'est parce que quelque part, ils ont une expérience qu'ils veulent transmettre au Niger. Mais ce n'est pas pour embraser. Ceux qui sont à la diaspora savent comment marche le monde. Et leur souhait en critiquant, parce que c'est critiquer, les gens confondent critiquer et embraser. En critiquant, c'est pour que le pays se porte mieux, encore une fois de plus. Pas plus ni moins. Je dis bien aucun Nigérien, qu'il soit de l'intérieur ou à l'extérieur, ne souhaite que ce pays s'embrase. Si il s'embrase, mais vous allez où? C'est vrai que nous sommes là-bas. Mais là-bas, on nous rappelle aussi que nous ne sommes pas des citoyens de ces pays-là. Mais alors, notre patrie, pourquoi? Pourquoi l'embraser? Donc, il y a eu par le passé peut-être quelques mouvements où des gens ont pris les armes, etc., etc. Mais à l'heure actuelle, je crois que les esprits ont totalement changé. C'est dans le sens simplement d'améliorer la gouvernance de notre pays que les gens critiquent. Prendre les armes là, ça c'est fini. C'est fini. Et ça s'est passé dans les années 80, etc. Mais aujourd'hui, l'arme, c'est l'arme de la critique. Or, en face, on n'aime pas toujours la critique. J'aimerais bien savoir l'identité de ceux qui disent que ceux qui sont à la diaspora veulent embraser le pays. J'aimerais bien savoir leur identité. Regardez très bien ceux qui disent cela, là, c'est qu'en général, ils sont du côté du régime, une question d'intérêt personnel qu'ils défendent. Pas plus. Donc, c'est jeter l'anathème sur des gens qui contribuent à l'économie du pays, qui contribuent à avoir une bonne gouvernance dans notre pays afin que le pays soit cité parmi les pays émergents. Vous savez, Bonkano a dit quelque chose. Amadou Oumarou dit Bonkano. Il a dit quelque chose d'extrêmement important. Il dit Nigero, Borkandu Hino, Amting Bayi. Nigero, Borkulno Sikouibou, Borfose, Kinga Izainan. Hal Daine Tunkane. Il a dit ça, autrement dit. Celui qui arrive à la tête du Niger, il peut faire ce que bon lui semble. Parce qu'aucun Nigérien ne suivra un autre Nigérien dans le sens de la destruction du Niger. Aucun Nigérien n'ira mourir parce que quelqu'un l'a incité, mourir pour laisser ses enfants. Ça, je vous garantis. Le discours de Ali Tera, il a même été condamné de l'intérieur, c'est-à-dire du côté même où les gens pensaient que Ali Tera était. Moi, j'ai entendu des audios des gens qui appartenaient au même bord qu'Ali Tera, mais qui condamnaient les propos de Ali Tera. Je crois que quelque part, il faut faire la différence entre quelques agitateurs
qui n'ont aucun moyen d'action. Et maintenant, des gens peut-être qui peuvent écrire un certain nombre de choses, qui peuvent publier des choses dans le sens justement de l'amélioration de la gouvernance dans notre pays. Ali Tera, c'est un cas atypique. Personne ne l'a suivi. Regardez, depuis combien d'années il a tenu ce genre de discours? Qui l'a suivi? Personne. Je reviens au propos de Bonkano. Au Niger, si vous voulez détruire le Niger, vous ne verrez aucun Nigérien derrière vous. Ça, il faut qu'on se le dise. Mon mot de la fin, c'est simplement souhaiter que mon pays aille bien. Nous allons contribuer par nos critiques, même si ça ne plaît pas, par nos critiques en disant les tares de la gouvernance de ce pays. Et les tares, Dieu seul sait qu'elles sont nombreuses. Elles sont nombreuses à commencer d'abord par celles des dirigeants elles-mêmes. J'ai l'habitude de dire aux gens, vous savez, le chef de l'État actuel, il a 3 qualités, mais il a 4 défauts. Si seulement il pouvait entendre les 4 défauts qu'il a, et qu'il se corrige, je crois que le Niger irait mieux. Et nous ne cherchons pas autre chose, et c'est mon vœu le plus ardent, que demain on puisse citer le Niger d'abord comme un pays stable, deuxièmement comme un pays sécurisé, troisièmement comme un pays qui progresse, je ne dis pas développé parce que je ne sais pas ce que ça veut dire ce mot développement, mais qui progresse dans le sens que nous voulons. Autrement dit, un pays dans lequel, pour revenir à mon propos de départ, un pays où le vivre ensemble et le mieux vivre serait au rendez-vous. Je connais le Nigérien. Tout de suite, on va dire qu'il est en train de faire un clin d'œil au régime parce que toutes les interprétations seront faites. Or, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir. Si vous voulez, on peut en discuter. La première qualité de ce monsieur, c'est qu'il n'est pas rancunier. Non, il n'est pas rancunier, pas du tout. C'est quelqu'un que vous êtes capable de discuter avec lui ici, c'est-à-dire, je vais dire, chaudement. 2 minutes plus tard, il revient et va dire, voilà, etc., etc. Ça, c'est un. Première qualité, il n'est pas rancunier. La deuxième qualité, c'est qu'il ne vole pas. Quand j'ai entendu Doudou Rahama dire qu'il ne vole pas, je me suis tout de suite rappelé mes interlocuteurs à qui je disais ça depuis longtemps. Non, il ne vole pas. Il peut développer des activités parallèles pour avoir des armes, mais le trésor là, il ne touche pas. La troisième qualité qu'il a, c'est que si vous arrivez à le convaincre, je dis bien, si vous arrivez à le convaincre sur une idée, il est parti. Vous qui l'avez convaincu, vous pouvez rebrousser chemin, mais lui, il est parti. Malheureusement, cette troisième qualité, elle est rasée par un de ses défauts, que je ne citerai pas. Je cite simplement ses qualités. Maintenant, les Nigériens peuvent faire toutes les interprétations qu'ils veulent, qu'ils sachent que Boubena Maïwa et Boubena Maïwa, ils se sentent bien de la position qui est la sienne. Ce n'est pas un clin d'œil vis-à-vis de qui que ce soit, au contraire. En revanche, je peux vous dire une de ces tares, puisque j'ai écrit ça sur mon mur Facebook, c'est que c'est le contrôle de son discours. J'ai dit donnez-lui 2 minutes. C'est écrit sur mon mur Facebook. Donnez-lui 2 minutes. À partir de la deuxième minute, il ne sait plus ce qu'il dit. Surtout si en face, il y a des gens qui lui applaudissent ou qui acquiescent ce qu'il dit. Alors là, ça va dans tous les sens. Deuxième défaut, et souvent il n'est pas discret. C'est-à-dire il a l'art de ne pas prendre les choses au sérieux. Vous voyez, par exemple, il a toujours des difficultés à incarner ce que le Nigérien pense qu'il est, au point où l'autre est en train de lui damer les pions. C'est-à-dire l'autre est en train de se mettre dans le boubou que le Nigérien aurait donné, je dis bien aurait donné à ce chef de l'État. L'autre défaut qu'il a, je vous avais parlé de si vous arrivez à le convaincre. Eh bien, vous pouvez le convaincre ici. Mais s'il croise quelqu'un devant qui va développer une opinion contraire, il a des difficultés à procéder à une comparaison, à peser, sous-peser pour savoir où se trouve la chose. 2 opinions contraires ne peuvent pas être vraies en même temps, mais elles peuvent être fausses en même temps. Mais normalement, si l'une est vraie, l'autre est fausse. Donc, à celui qui a reçu les 2, de se dire qu'il faut que je compare, peut-être que l'une seulement est vraie, l'autre est fausse, ou bien les 2 sont fausses. Mais ça, il faut faire de la logique pour le comprendre. 2 opinions contradictoires, cette fois-ci, ne peuvent pas être vraies en même temps. Nécessairement, si l'une est vraie, l'autre est fausse. Là encore, c'est de la logique. Il n'est pas capable de procéder à ce genre d'analyse pour savoir où est-ce qu'il faut qu'il se situe en tant que chef de l'État.
Et l'autre, j'ai parlé tantôt de l'indiscrétion, il est trop indiscret. Donc, voilà un peu les 4 qualités les 3 qualités que je reconnais en lui. Le peu de temps que j'ai chez lui, le peu de temps, très peu de temps. Mais avoir un compagnonnage, même si c'est de 2 heures, c'est analyser la personne, voir qui est la personne, se faire une opinion de la personne. Voilà mon opinion sur lui, 3 qualités, 4 défauts.